Donc il y a eu cette première rencontre avec une Zébola, une femme possédée par les esprits Zébola, dans ce village, au détour d'un chemin. Et c'est resté comme une sorte d'épine énigmatique en moi qui est restée là. Et lorsque, donc donnant cours à Kisangani, donnant ces cours de psychopathologie où je voulais repartir des croyances locales, donc lorsque j'ai commencé à donner ces cours, j'ai voulu, donc cette expérience première avec les groupes de possession m'est revenue. Et à ce moment-là, j'étais donc à Kisangani et j'ai voulu commencer à explorer par moi-même aussi ce qu'il en était de ces groupes de possession. Mais là, le groupe qui était dominant était le groupe des Mizuka. Alors Kisangani est un milieu où il y a une forte proportion de la population qui est musulmane. Et donc le rituel des Mizuka est un rituel qui est rattaché à l'islam. Rattaché à l'islam au point que le rite d'entrée dans les Mizuka, donc le stade premier de l'initiation, va consister, il va falloir dire la shahada, donc qui est cette profession de foi dans l'islam. Et donc la patiente qui va être initiée va donc dire la shahada et donc devenir musulmane. Les esprits Mizuka sont des esprits qui viennent, je pense, de Tanzanie, qui ont semble avoir été importés par ou avec les marchands arabes. Et alors, ce qui était fascinant là, c'est qu'alors que les Ebola me mettaient en présence de femmes, donc vraiment dans la tradition, avec ces jupes en pagne, l'ocre rouge, les clochettes autour de la taille, là, les Mizuka se présentaient. J'ai commencé à aller à leur cérémonie. Les personnes qui n'ont pas encore été initiées au grade le plus grand sont enveloppées d'un grand drap blanc qui recouvre la tête, un peu presque comme une momie, et elles dansent très très lentement en cercle. Et celles qui ont été initiées au grade supérieur, donc là où l'esprit va commencer à parler, celles-là ont des grands turbans, un peu à l'arabe, des grands pantalons bouffants, des bijoux le long du turban et donc de grandes tuniques. Et donc je dirais que pour moi, ça me paraît représenter une image qu'on peut se faire des Arabes. Je ne pense pas que les Arabes soient jamais comme ça, donc une imagerie arabe. Alors il y a ces guérisseuses donc qui sont habillées avec ces vêtements-là et les initiés qui sont tout habillés en blanc. Et là, j'ai commencé à la fois à assister à de nombreuses cérémonies et à la fois à faire des entrevues très en profondeur, très très longues, avec une grande guérisseuse Mizuka là-bas, qui était Mama Zuena, qui était une femme d'une force et une femme un peu âgée, un peu forte, et qui avait une force de caractère, une humanité, une intelligence absolument exceptionnelle. Et c'est vraiment elle qui m'a, je dirais, prise par la main dans toute mon entrée dans ce langage de la possession. Et alors, ce qui m'intéressait aussi beaucoup était de voir comment les femmes entraient dans ces groupes, quel était leur parcours, comment se faisait l'initiation. Et donc ça, c'est ce qui s'est mis en place à ce moment-là. Lorsque plus tard, je suis retournée à Kinshasa, donc c'était dans l'année 74, donc je suis restée 3 ans à Kisangani. Là, ce qui était fascinant, c'est que Mama Zona avait décidé aussi de faire une sorte de branche à Kinshasa. Donc j'ai vu cette migration du rituel depuis Kisangani vers la grande métropole avec des millions de personnes à Kinshasa. Et par la suite, lorsque j'ai travaillé dans le centre de médecine des guérisseurs, dont je parlerai plus tard, à ce moment-là, j'ai pu aller dans un des lieux d'implantation du Mizuka au Congo, qui était Kasongo, là en plein milieu, vraiment tout à fait musulman. Et donc, j'ai vraiment pu voir ce rituel dans les 3 milieux, le milieu rural, le milieu de Kisangani, et puis le milieu beaucoup plus contemporain et la capitale de Kinshasa. Donc ça, c'était absolument fascinant. Donc il y avait les Mizuka, avec donc, il faut se représenter, donc les femmes donc, qui sont encore au premier grade d'initiation, donc enveloppées dans leur grand drap blanc, qui dansent à tout petit pas en cercle, de façon très très pénétrée, très intérieure, avec quelques guérisseuses avec leur grand turban qui dansent également en cercle,
la guérisseuse principale tenant un petit bâton, mais tout ça de façon qui donne l'impression d'une sorte de très grande intériorité, de très grande spiritualité, avec bien sûr le son des tambours au centre. Et lorsque les, euh, les guérisseuses vont être initiées donc au grade de l'esprit qui parle, à ce moment-là, l'esprit qui parle, ce sont les rohani. Les rohani qui sont des esprits qui sont censés être des esprits de saints musulmans qui sont décédés. Et là, lorsqu'elle est possédée par un esprit rohani, donc un esprit parlant, à ce moment-là, elle va se mettre à parler en arabe, hein, avec une voix donc beaucoup plus gutturale et un changement de son de la voix aussi. Donc il y a à la fois cet aspect donc arabe qui vient vraiment représentifier les choses et en même temps, oui, parce qu'à ce moment-là, on va utiliser beaucoup aussi dans les remèdes qui vont être faits, parce qu'il y a à la fois l'initiation dans la danse de possession, mais aussi il va y avoir des remèdes qui sont fabriqués. Et les remèdes, c'est souvent, par exemple, on va graver, écrire des versets du Coran sur une assiette, puis on va rincer et c'est l'eau de rinçage qui va être absorbée. Ou bien on va écrire des versets de Coran, on va les brûler et on va absorber la poussière, la cendre, ou bien on va la mettre dans une petite amulette qui est portée au cou. Donc on voit quelque chose qui est très très proche de la guérison telle qu'on peut l'avoir dans les pays musulmans, mais qui est incorporée en même temps. Donc ça, je dirais, c'est le grand enrobage arabe. Mais ce qui est fascinant, c'est que à certains moments de ce rituel, donc orienté vers donc le Coran, l'islam et tout ça, il y a le surgissement d'esprits sauvages, hein, des esprits sauvages qui, eux, représentent les esprits qui sont censés être les esclaves des autres, mais qui sont des esprits africains et qui, justement, se rattachent aux ethnies qui étaient là lorsque ces marchands arabes sont arrivés. Donc on voit par exemple au moment, un des moments de l'initiation, il y a quelque chose de très particulier où on fait un grand creux, on fait un feu très fort, on place dessus des pierres donc qui deviennent chauffées, on jette de l'eau, donc une fumée très 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 forte, et alors les personnes vont entrer dans ces flammes, dans cette fumée, et à ce moment-là, elles vont être possédées de manière extrêmement sauvage par ces esprits, justement, qui sont les esprits sauvages. Les esprits. Donc on voit à plusieurs reprises l'émergence de ces esprits sauvages qui ne sont pas apprivoisables, je dirais, comme le sont les esprits, les Mizuka et les Rohani. Donc, alors, il y a donc, donc il y a les esprits vraiment arabes, les Rohani, il y a les Mizuka qui sont des djinns, donc des djinns dansants, et il y a les esprits sauvages. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que, bon, entre-temps, bon, j'ai commencé à vivre avec Gilles Bibot, et Gilles Bibot, lui, à Kisangani, lui, qui est aussi anthropologue, lui travaillait notamment avec les chefs musulmans, hein, donc les gens de la mosquée. Donc, on avait la vision de ces chers pour qui le mizuka et tous ces rituels, c'était cher, c'était païen, c'était quelque chose d'absolument horrible, tandis que Mama Zouena et les autres guérisseuses se présentaient comme le fer de lance de l'islam qui permettait de recruter des gens pour l'islam. Donc il y avait vraiment ce double discours entre le discours orthodoxe tenu par les gens de la mosquée et ce discours des femmes, je dirais, qui, avec une sorte de clin d'œil, faisaient la shahada, mais qui en même temps pouvaient se regrouper entre femmes, etc. Dans le milieu de Kasongo, il y a beaucoup plus d'hommes. Il y a donc à la fois des hommes et des femmes. Kisangani, ça devenait essentiellement des femmes, et Kinshasa, ce sera presque uniquement des femmes. Donc il y a là en même temps une féminisation très grande du rituel que l'on observe. Mais donc c'est intéressant de voir comment il y a là cette marge, je dirais, que le Mizuka représente par rapport à l'islam, et où à la fois il est dans ce langage-là, mais en même temps le subvertit et le déplace. Arrivé à Kinshasa, il y avait donc le Mizuka avec qui j'ai continué à garder contact, mais surtout, j'ai repris contact avec les Ebola. Avec les Ebola, et là, ça a vraiment été, je dirais, le groupe principal avec lequel j'ai travaillé avec un bonheur infini, donc de 74 à décembre 77, donc pendant un peu plus de 3 ans. Et là, c'est le moment où, avec Gilles Bibot, on a créé le Centre de médecine des guérisseurs. Et là, ce qui était intéressant, c'est que c'est un centre de médecine qui a été créé à la demande des autorités zaïroises. Donc c'est le ministre de la Santé, le docteur Ngouete, qui était aussi un ami de Gilles par ailleurs,
qui, à un moment donné, toujours dans la mouvance de l'authenticité, a dit il faudrait qu'on puisse repartir de notre médecine à nous, de la médecine traditionnelle, et de voir comment on peut établir des ponts avec la médecine occidentale. Bon, maintenant, c'est très courant, mais à ce moment-là, dans les années 70, ça ne se faisait pas du tout encore. Donc, c'est vraiment très avant-gardiste. Donc, on a créé ce centre de médecine des guérisseurs, qui avait des gens de plusieurs disciplines, des botanistes, des médecins, des anthropologues, etc., des infirmiers aussi. Et alors, on a travaillé à 3 niveaux. Donc, on avait des enquêteurs qui travaillaient à la grandeur du Zaïre, donc du Zaïre à ce moment-là. Gilles gérait l'essentiel du projet. Moi, je travaillais surtout avec les guérisseurs qui travaillent avec les troubles mentaux, mais surtout avec les guérisseuses de possession. Donc ça, c'est ça qui m'intéressait le plus. Et on travaillait donc au niveau des guérisseurs eux-mêmes, en refaisant leur trajectoire, en refaisant un peu leur histoire de vie. On travaillait, et ça c'est surtout moi qui travaillais avec ça, avec des histoires de vie des patients, pour voir dans quelle trajectoire ils en étaient arrivés à demander de l'aide à ce guérisseur et ce qui leur arrivait après, et au niveau de l'observation, surtout au niveau des rituels. Donc ces 3 niveaux de choses, et moi je l'ai travaillé donc au niveau des rituels. Ça signifie que donc il y a un 3e rituel qui est intervenu, donc il y avait le Mizuka, le Zebola et le Mpombo. En fait, à Kinshasa, l'ordre est différent, donc le Zebola principalement. J'y ai adjoint le Pombo et puis j'ai aussi travaillé avec le Mizuka, mais moins à ce moment-là. Alors, ce qui était passionnant, c'est que ces 3 rituels de possession avaient des langages rituels extrêmement différents. Hein, parce qu'on parle toujours les groupes de possession, mais ça ne veut rien dire pour moi. Parce que le langage de la possession est extrêmement différent d'un groupe à l'autre. Alors, par exemple, au niveau des ébolas, les ébolas, la transe intervient au moment de la divination, c'est-à-dire que donc, dans tous ces 3 groupes, il s'agit de groupes thérapeutiques, c'est-à-dire que les gens arrivent là dans une quête de traitement. Donc ça, c'est pas moi qui l'impose, c'est des groupes qui se présentent comme des groupes de guérison. Lorsque la personne arrive dans chacun des groupes, il doit y avoir une divination pour vérifier que la maladie est bien due à une maladie de possession, un esprit, c'est ça, un esprit du rituel. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, donc à ce moment-là, la divination, qui est donc l'élément premier donc de l'entrée dans le rituel, et dans le cas des ébolas, la personne va entrer en transe, c'est ça, je parlais de la transe. La personne va entrer en transe, donc on la met dans une espèce d'enclos autour de son corps, en natte, on la recouvre d'une couverture, on fait brûler des herbes en dessous, on tape du tambour et on appelle l'esprit. Et là, l'esprit va prendre possession de la personne, qui va d'abord commencer à trembler et qui va progressivement commencer à parler. Alors la guérisseuse va l'interroger en lui demandant de dire pourquoi elle est tombée malade. Alors là, la patiente en transe va indiquer la cause de sa maladie. Et puis, après ça, donc, elle va sortir. Et puis, je dirais, l'essentiel du rituel va viser se déroule dans l'esprit de l'établissement d'une relation avec l'esprit. Mais il n'y aura transe qu'à certains moments de la journée, lorsque on appelle l'esprit en tapant du petit tambour. Et à ce moment-là, la personne va avoir des transes légères, je dirais. Et après la fin du traitement qui peut durer plusieurs mois, 1 an, 2 ans, on fait une 2e divination. Là, c'est une divination en public. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui assistent. La malade est couchée sur une clé. On fait brûler des herbes en dessous. On appelle l'esprit. Et là, c'est fascinant parce que la personne, on va l'interroger. Et là, elle va se mettre à parler. Mais à parler, non seulement elle va reprendre le récit de ce qui s'est passé dans son cas, beaucoup plus étoffé que la première fois, donc elle va indiquer la complexité des causes, je vais y revenir dans un moment, et puis elle va également parler j'irai un peu comme médium, mais je vais y revenir. Donc, mais dans l'entretemps, alors la grande danse de possession est une danse où la personne est dite possédée par l'esprit, puisque c'est l'esprit qui danse à travers elle, et elle danse pour l'esprit, mais elle n'est pas en transe. Donc c'est la différence entre être possédé et être en transe. Tandis que dans l'Mpombo, là, les trans sont extrêmement sauvages. Et lors de la première divination,
lorsque on appelle les tambours et que les grands tambours se mettent à jouer, là, la personne entre en transe, mais là, elle va se rouler par terre, elle enlève ses vêtements, donc une transe extrêmement sauvage, et l'initiation va se passer en réclusion pendant souvent 3 ou 4 mois ou parfois plus chez la guérisseuse, et là, chaque jour, on fait jouer des tambours qui appellent les esprits, et là, de nouveau, il y a cette transe extrêmement sauvage, et petit à petit, il y a vraiment une culturalisation de la transe. Donc petit à petit, cette transe va se couler dans des formes plus conventionnelles, mais où en même temps la personne reste en transe. Par exemple, elle va agiter la tête très très fort d'un côté à l'autre, et elle va avoir des mouvements du corps, et donc ça, c'est donc une sorte de culturalisation de la transe qui intervient. Du côté des Mizuka, comme j'ai dit, la transe intervient à certains moments. De nouveaux moments de l'initiation, on est beaucoup moins sauvage quand elle est couverte de son drap blanc. Alors, au moment de la possession par les esprits sauvages, mais autrement, la personne normalement n'est pas en transe. Ou si l'esprit intervient, ça va se manifester par des tout-sautements, des petits cris et tout, mais ce n'est pas les grands trans. Donc, on a là 3 langages extrêmement différents sur le plan de la corporéité, donc la façon d'exprimer les choses. Du côté d'Mpombo aussi, donc ce rituel où la transe est beaucoup plus importante, qui est aussi fascinant, c'est que si on regarde... non, reprenons d'abord les ébolas. Si on regarde la parure, la façon de s'habiller, les ébolas, donc leur initiation va durer plusieurs mois, ou donc 1 an, 2 ans, où elle habite chez la guérisseuse, mais elle peut sortir éventuellement, aller au marché, mais elle est toujours donc recouverte de cette chaux rouge avec uniquement un petit pagne dans le bas. Elle a également des choses dans les cheveux, et elle ne peut pas toucher la main des gens. Donc, elle peut être éventuellement chez la guérisseuse avec un enfant, si elle a un jeune enfant. Les gens de sa famille peuvent lui dire bonjour, mais jamais la toucher. Donc, elle est marquée, et jour après jour, je dirais, elle gratte une écorce d'arbre pour faire cette poudre rouge qui est mélangée avec, je crois, de l'eau. Et donc, d'abord, les premiers temps, c'est la guérisseuse qui l'enduit tout le corps de cette poudre rouge, et petit à petit, c'est la patiente elle-même qui va s'enduire. Donc on voit comment il y a une enveloppe corporelle qui est vraiment refaite de façon extraordinaire, et petit à petit, une réappropriation de ce rapport à l'enveloppe corporelle. Alors pourquoi se peindre comme ça en rouge? C'est parce que les esprits aiment ça. Et donc on voit que chez les Ebola, tout l'enjeu, mais également dans les autres groupes, mais ça a été plus explicite chez les Ebola, tout l'enjeu va être de renverser la relation à l'esprit, qui au début est un esprit qui possède et qui pourrait tuer, s'il n'y a pas l'initiation, en un allié. Donc on va séduire l'esprit. Donc c'est la personne qui, au lieu d'être uniquement possédée par le dehors, va reséduire l'esprit, qui va rester son allié pour toujours. Donc qui va, comme ça, elle va, après la fin de l'initiation, elle va revenir chez la guérisseuse pour continuer justement à renforcer cette relation à l'esprit. Donc ça, c'est chez la Zébola. Du côté, alors elle a également 2 petits traits blancs ici et sur le front pour écarter les mauvais esprits. Du côté d'Mpombo, le jour donc de la grande danse de sortie, parce que chacun de ces rituels se clôture par une grande danse de sortie publique, donc l'Mpombo, on leur fait une couche sur le visage blanche. Non, une couche rouge d'abord, et on refait par-dessus une couche blanche. Donc on a l'impression que leur visage est devenu un masque, véritablement, ce qu'on n'a pas du tout l'impression chez les Ebola. Et donc on voit comment la personne elle-même va disparaître, et dans la danse de possession, elle va elle-même, je dirais, entrer en transe, et alors il y a cette danse beaucoup plus sauvage, où non seulement il y a donc ce balancement de la tête, mais à un moment donné, la transe va devenir sauvage, et la guérisseuse va devoir intervenir pour calmer, je dirais, la transe. Ce qui est intéressant, c'est que la grande guérisseuse elle-même est censée ne plus entrer dans cette transe, puisqu'elle doit surveiller comment se passe la transe pour les membres de son groupe. Et c'est ça, donc montrer qu'elle domine les esprits. Mais en même temps, si l'esprit qui la possède est vraiment un esprit puissant, il doit être plus fort qu'elle. Donc à certains moments, elle va transgresser, elle va elle-même entrer en transe, et à ce moment-là, elle doit payer une amende au grand batteur de tambour. Alors donc, il y a tout cet aspect-là. Alors, ce qui est fascinant aussi chez l'Mbombo, c'est que donc, alors que chez les Ebola, la danse, l'initié arrive encadrée par 2 guérisseuses,
Et puis, elle va danser seule, une danse absolument magnifique avec des pas de danse d'une très très grande beauté. Puis petit à petit, l'assemblée va se joindre à elle et dans ces grandes danses, je dirais, de sortie. Tandis que chez l'Mpombo, c'est une danse compacte qui commence la nuit à l'intérieur de la case, donc c'est extrêmement surchauffé, les gens entrent en transe, c'est très 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 fort. Et dans la grande danse, après à l'extérieur, c'est tout le groupe qui va danser, donc les anciens initiés redansent avec elle et entrent en transe également, sauf en principe la guérisseuse. Et également, quand il s'agit d'une initiée au grade le plus élevé, elle va être promenée en procession dans tout le quartier. Donc on voit là comment il y a dans la parure, dans le vêtement, quelque chose qui signe aussi un rapport différent à la possession par ce masque. Chez les Mizuka, eux, comme je le disais, c'est un vêtement, une parure beaucoup plus arabisante et donc quelque chose qui est plus du côté Coran, spiritualité et du côté religieux. Alors ça, ce sont les trois grandes choses. Alors si on regarde la question des systèmes étiologiques, je dirais c'est particulièrement complexe dans le cas des Ebola. Alors je vous donne un exemple particulier. Alors bon, le Ebola est venu dans la personne pour la rendre malade, donc ça c'est la base. Mais alors je me rappelle d'une patiente qui expliquait comment elle était venue à la ville et puis elle a, donc ça c'était une patiente rencontrée, c'est ça, à Kinshasa. Alors elle a gagné son premier argent, elle ne l'a pas envoyé à son père au village comme elle aurait dû le faire. Donc son père, blessé de ça, s'est promené dans la forêt en disant tout haut le nom de sa fille. Les mauvais esprits qui rôdaient dans la forêt ont entendu le nom et donc sont entrés dans la fille pour la tuer. Donc elle a été vulnérabilisée par ce nom dit par le père. Bon, une aïeule défunte de la patiente l'a prise en pitié et a demandé aux esprits Ebola d'intervenir. D'autres fois, ça peut être les esprits Ebola eux-mêmes qui disent « Mon Dieu, cette jeune femme, elle est trop belle, on ne peut pas la laisser mourir ». Donc ils interviennent pour protéger la patiente contre l'action des mauvais esprits. Mais si la personne ne se laisse pas initier, à ce moment-là, elle va mourir de par les esprits Ebola. Donc on voit une complexité extrêmement grande, je dirais, des systèmes étiologiques, où on voit, et donc on comprend comment ces systèmes vont se transformer entre le milieu rural, où les questions de transgression sont extrêmement importantes, hein, du côté des milieux urbains, ce qui va dominer les systèmes d'interprétation, c'est essentiellement la jalousie. Les gens sont jaloux parce que je suis plus belle, parce que j'ai réussi, parce que ci, parce que ça. Et donc cette jalousie, qui, je dirais, qui est la plaie des milieux urbains, parce que là, à ce moment-là, il n'y a plus cette, je dirais, cet encadrement hein, de la vie par un système de règles. Donc à ce moment-là, c'est la jalousie, la sorcellerie, l'envie, etc. qui jouent. Et donc c'est dans ce contexte-là que les esprits Ebola vont surtout intervenir. Et en milieu urbain, on n'a plus d'ancêtres décédés qui interviennent près de l'esprit. C'est l'esprit qui l'aime et qui aimant la personne, donc on voit aussi cet aspect d'élection beaucoup plus forte, va entrer en elle et donc la faire elle. Donc la faire, la rendre membre, donc la faire posséder. Mais alors, si on voit, donc il y a quelque chose qui se joue au niveau des Ebola dans, je dirais, ce travail sur une causalité. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de la transgression, l'esprit intervient pour protéger la femme. Donc il y a une protection de la femme ou contre la malignité du milieu ambiant en ville, ou bien contre l'autorité qui est maintenue par les hommes, qui est détenue par les hommes essentiellement. Donc il y a là quelque chose, un espace de retransgression qui n'est pas autorisé par les esprits, mais les conséquences sont mitigées par les esprits et renversées en quelque chose de positif. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du rituel d'initiation, donc je disais qu'il y a cette seconde cérémonie d'initiation, de divination, qui est beaucoup plus spectaculaire, où là, donc la personne est couchée donc sur la clé, la guérisseuse prend une poule et rompt le cou de la poule, bon, ce qui est un peu spectaculaire, et asperge le sang de sang le corps de l'initié. On répand du vin de palme sur elle, et puis à ce moment-là, elle entre, bon, elle est recouverte d'une couverture, et elle entre violemment en transe et elle se met à parler. Mais ce qui est intéressant, donc elle va reprendre le récit de sa cause, mais ce récit va être beaucoup plus riche que le premier récit. Donc on voit
tout le travail qu'il y a eu, je dirais, sur, pas qu'elle ait reçu de cours ni rien, mais il y a une sorte de travail, je dirais, d'introspection d'une certaine façon qui a eu lieu. Et là, j'ai beaucoup aimé relire Ricoeur dans ce contexte-là, qui montre comment la fiction va étayer le rapport à l'histoire. Donc il y a quelque chose qui va, en introduisant une fictionnalisation, si on peut dire, du rapport à la cause, qui va l'élargir beaucoup et permettre à la femme vraiment d'exprimer de façon extrêmement articulée, je dirais, son rapport, et puis un tel qui m'a fait ceci, même pas lié à sa maladie. Alors là, elle va se mettre à dénoncer les manquements des autres, en disant oui, mais celui-là, il faut qu'il fasse attention parce qu'il a fait ceci. Et parfois des gens en position de grande autorité. Donc là, elle prend une position de médium, hein, qui lui permet, je dirais, de faire donner des conseils, de donner ou des encouragements aux gens de son entourage. Donc là, elle revient vraiment. On voit comment ce rituel Zébola a modifié profondément la position de la femme dans son milieu. Pas dans le concret nécessairement, mais il y a quelque chose qui symboliquement a été marqué d'une position différente. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et après, je dirais, la fin de l'initiation, donc elle va, après ça, donc à la fin, donc il y a la grande danse de sortie, et puis elle va rester logée, non, la grande danse de sortie, et après elle va revenir chez la guérisseuse quand il y aura d'autres initiés qui se feront initier. Mais ce qu'il faut voir, c'est que quand il y a une danse de sortie, on se réunit d'abord le vendredi, et puis, il y a un rituel du vendredi au samedi. Et puis, il y a des choses qui se passent au niveau de la rivière. Il y a également on prépare les repas, il y a des prédanses. Donc, en fait, là, et puis le lendemain, il y a de nouveau quelque chose à la rivière. Donc, les personnes vont revenir chez la guérisseuse du vendredi au lundi. Hein. Donc, vous voyez la marge, je dirais, et la marge de temps que ça leur donne par rapport aux contraintes familiales. Et il faut voir que dans ces groupes de femmes chez les Ebola, il y a une vie, il y a un plaisir, il y a une joie d'être ensemble, de plaisanter, de rire, d'être vraiment un entre-femmes absolument extraordinaire. Et si la famille s'opposait, elle va retomber malade. Et puis à ce moment-là, le lignage intervenir en disant c'est de votre faute, vous ne l'avez pas laissé et maintenant l'esprit est revenu se venger. Donc il y a là quelque chose, je dirais, d'une position d'individuation par rapport à la contrainte collective de la loi du groupe que je trouve absolument extraordinaire chez les Ebola. Chez les Mpombo, ça va se jouer un peu différemment.